Concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Et Steven Yungeko et Fabrice Ndimurukundo sont de l'autre côté de la cabine technique. Bonsoir amis fidèles de la RPA. Bienvenue au magazine Humura Burundi de ce vendredi 2 octobre 2020. Donc voici les principales articulations. Le parti CNDD-FDD serait en train de renforcer militairement sa milice Imbonerakure qu'il préparerait à contrecarrer l'incursion des mouvements armés décidés à en découdre avec le gouvernement actuel. Vous aurez les détails dans ce magazine. Les retraités de l'Université du Burundi n'ont pas touché leur pension depuis 3 mois. Une situation socio-professionnelle qui, selon le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, risque d'être explosive. Dans ce magazine, nous ferons également un tour au camp de Nakivale en Ouganda pour vous parler des activités génératrices de revenus qui font vivre certains réfugiés burundais du Dikan. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. L'honorable Fabien Banchiganino, qui fut député de la coalition Amizero ya Barundi en province Bubanza, est en garde à vue à la police judiciaire de Djabé en commune urbaine de Mukaza en mairie de Bujumbura depuis le matin de ce vendredi. Cet ancien député avait adressé une demande aux autorités administratives pour la tenue d'une conférence de presse ce vendredi, mais ce matin, des agents de la police se sont présentés à son domicile. Les informations fournies par ses proches font savoir que ces policiers n'avaient même pas de mandat. Ils lui ont juste signifié qu'il devait répondre à quelques questions. Jusqu'à 16h, il était toujours dans les enceintes de la police judiciaire de Djabé et on ne lui avait toujours pas communiqué la raison de son arrestation. Et en page de sécurité, les habitants de la zone Guegura, commune Muruta de la province Kayanza, sont inquiétés par des rencontres réunissant des militaires, des policiers ainsi que des Imbonerakure. Tenus les heures de la nuit comme pendant la journée, seuls les Imbonerakure jugés virulents et venant de toutes les collines que compte cette province y ont été conviés. Les détails avec Emmanuel Ndaishemi. Ces réunions organisées sur la colline et zone Guegura de la commune Muruta ont commencé mercredi dernier. Les habitants de la commune Muruta indiquent que depuis ce premier jour de réunion, dans cette zone, se remarque une présence inhabituelle des militaires et policiers. Et seuls 3 Imbonerakure dignes de confiance seront armés sur chaque colline de la province Kayanza. Il y a un mouvement inhabituel de militaires, policiers et commissaires. C'est le véhicule du service national de renseignement qui amène des matelas qui sont utilisés par des Imbonerakure. Ces Imbonerakure sont tous de la province Kayanza. Sur chaque colline, on a choisi 3 Imbonerakure en confiance des responsables. On leur donnera des armes pour qu'ils veillent à la sécurité. Dans ces réunions, il exige les participants d'éteindre les téléphones. La nuit, ils font des réunions à partir de 20h jusqu'à tard à 1h. Ils vont se coucher et ils reprennent le matin. Ils nous ont relevé qu'on leur exige d'éteindre leur téléphone. Ils ont des cahiers et des stylos. La population de la commune Muruta, province Kayanza, craint les conséquences des enseignements dispensés de ces réunions. Contactés par téléphone, colonel Iremi Chichahayo, gouverneur de la province Kayanza, mais il n'a pas décroché. Emmanuel Ndaishimi de Kayanza cap sur Ruyigi et plus précisément en commune Gisuru où les membres des partis de l'opposition vivent la peur au ventre. À l'origine, une réunion organisée dans cette commune samedi dernier sensibilisant les jeunes du CNDD-FDD à faire des formations paramilitaires afin de défendre le pays qui a été attaqué par des groupes armés. Innocent Valentin Singirangabo nous fait le point.
Cette réunion organisée en commune Gisuru de la province Ruyigi samedi dernier a vu la participation de tous les responsables des Imbonerakure sur les différentes collines de cette commune. Selon notre source, dans cette localité, la réunion était animée par des responsables de la Ligue Imbonerakure au niveau national. Parmi les points à l'ordre du jour figurait le lancement dans les brefs délais des entraînements paramilitaires à l'endroit des Imbonerakure pour les former à défendre le pays attaqué par des groupes armés ces derniers jours. Les chefs des Imbonerakure sur chaque colline étaient invités à prendre part dans cette réunion. Dans les discours prononcés, les conférenciers ont affirmé que le pays a été attaqué, qu'il faut donc que les Imbonerakure soient aux aguets. Ils ont dit que prochainement, les Imbonerakure vont commencer les patrouilles nocturnes, provoquer les opposants et faire des montages contre eux. Ils ont dit également que les Imbonerakure vont apprendre à utiliser les armes et à bien viser. Les membres des partis de l'opposition en commune Gisuru de la province Ruyigi s'inquiètent beaucoup, craignant une possible persécution des opposants. À ce propos, nous avons essayé de joindre Nancy Ninette Moutoni, porte-parole du parti de l'Aigle, et Gad Ninganza, administrateur de la commune Gisuru, mais en vain. Merci à toi, Innocent Valentin Singilangabo. Le parti CNDD-FDD ne devrait en aucun cas s'ingérer dans la gestion administrative, même s'il est aujourd'hui au pouvoir. C'est en substance la réaction de Frédéric Bamvouguignumvila, vice-président de la coalition CEFOR Arusha. C'est suite à une réunion convoquée mercredi dernier par le secrétaire du parti CNDD-FDD à l'endroit des responsables administratifs en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Selon ce politique, il n'y a rien d'étonnant dans la mesure où, selon ce politique, il n'y a rien d'étonnant dans la mesure où un tel comportement a été également observé chez le président actuel lorsqu'il était secrétaire général du parti au pouvoir. Suivez. Effectivement, on a appris que le 30 septembre 2020, il s'est tenu une réunion à Mutimbuzi, dans Bujumbura, animée par le responsable provincial du parti CNDD-FDD, Emmanuel Nheshimana. Le sujet à l'ordre du jour, c'était des injonctions aux responsables de l'administration de la base, que si une fois il y avait de l'insécurité dans leur localité, que ces responsables devraient être démis de leurs fonctions. La première question, c'est un rapport avec l'administration. Que doivent être les rapports entre l'administration et le parti politique? Un parti politique a ses missions et l'administration a ses missions. L'administration peut être issue d'un parti politique, mais dès lors que vous gérez l'administration, vous n'appartenez plus ou vous ne gérez plus cette administration au nom de votre parti politique. Il y a une différence entre un parti politique et l'administration. Un chef de parti politique anime une réunion de ses militants, de ses cadres, mais jamais des responsables de l'administration, parce qu'il est supposé que toute l'administration n'appartient pas à ce parti qui dirige le pays. Ça, c'est la conception du CNDD-FDD. Évidemment, c'est pas nouveau. J'ai aussi vu Evariste, alors secrétaire général du parti, aller à Bururi, convoquer une réunion des administratifs, des responsables de la sécurité, et comme si rien n'était, donner des injonctions. C'est pas comme cela que les choses se font. C'est pratiquement brûler le pays sans peut-être se rendre compte. Le deuxième commentaire, bien entendu, c'est un rapport avec l'objet de la réunion de la sécurité. La sécurité est une responsabilité des forces de défense et de sécurité. La police et l'armée. La réunion de sécurité aurait dû être animée par le responsable de la sécurité. Il doit le faire de connivence avec les responsables de l'administration. Et Frédéric Bamvouguignumvila de condamner aussi les chefs de colline qui ont accepté de participer à cette réunion en violation de la Constitution du Burundi. Les responsables des chefs de colline ou des chefs de quartier sont régis par la même loi. Je cite ici la Constitution. En son article 272, il est écrit « Les collines sont administrées par des conseils de colline de 5 membres élus au suffrage universel direct. Les candidats doivent se présenter à titre indépendant. » Ce sont des indépendants qui dirigent les collines. Parce que c'était pour éviter
accepter que des collines, justement, soient subjuguées aux partis politiques. On ne peut pas comprendre comment quelqu'un vient respecter les ordres d'un parti politique. C'est contradictoire. Ça signifie que le CNDD-FDD trompe les Burundais. C'est tricher, c'est violer la loi, violer la constitution. Je ne sais pas comment ils pensent dans leur tête, mais on ne sait pas s'ils le font sciemment ou s'ils ignorent la loi. Dans tous les deux cas, c'est condamner le pays lui-même. Nous constatons que le CNDD-FDD vient imposer le dictat à tous les niveaux, ce qui démontre à suffisance que nous sommes en train de nous perdre quelque part où il va être difficile de pouvoir nous ressaisir parce que justement on n'a pas de règles du jeu. Ça devient un véritable problème. Frédéric Bamvugnyumvira a été joint par téléphone par notre confrère Emmanuel Niyongekou. Et en page droits de l'homme, le crime de viol sur des mineurs prend de plus en plus de l'ampleur au Burundi ces derniers jours. 3 fillettes de différents coins du pays ont été violées dans une période de 4 jours seulement. 2 des victimes sont de la province Makamba et la 3e de la province Ngozi. Nadège Ilakodzi. Ces 2 petites filles ont été toutes violées samedi dernier en date du 26 septembre dans la commune Vugizo en province Makamba. L'une, âgée de 5 ans de la zone Gishiha, a été violée par un homme de 58 ans. L'autre victime de 6 ans de la zone Minga a été abusée sexuellement par un jeune homme de 18 ans. Un habitant de cette localité témoigne. Un enfant de 5 ans a été abusé sexuellement par un homme âgé de 58 ans du nom d'Etienne Bigirimana. C'était samedi dernier, le 26 septembre, dans la zone Gishiha. Dans un état critique, l'enfant a été dépêché à l'hôpital Makamba. Etienne Bigirimana est incarcéré dans le cachot de la police de Vugizo. Aussi dans la zone Minga, dans la localité d'Okagege, un jeune homme de 18 ans a violé une enfant de 6 ans. Lui aussi se trouvait dans les cachots de la police de Vugizo. Ce crime est signalé également dans la commune Gashikano de la province Ngozi. Le directeur du lycée communal de Mera, Sidouane Mizero, qui est aussi vice-président du parti CNDD-FDD dans cette commune, est accusé d'avoir violé une fille de 14 ans. C'était jeudi dernier, le 29 septembre. Ce n'est pas la première fois qu'il l'a fait, mais il n'a pas été appréhendé, car on a étouffé cette affaire au sein du parti CNDD-FDD du fait que ce dernier était à la fois directeur d'une école et vice-président du parti CNDD-FDD dans la commune. Il a abusé les jeunes filles, mais il a donné des pots de vin pour ne pas être poursuivi. Mais non, il a été attrapé en flagrant délit dans une maison. Il se trouve actuellement à la police judiciaire d'Ongozi. Les parents habitant ces 2 communes, Vugizo et Gashikanwa, demandent à la justice de suivre de près ces cas de viol et de punir rigoureusement les coupables afin de lutter contre ce phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Parlons à présent éducation. Le ministre en charge de l'éducation et de la recherche scientifique alerte sur les conséquences de la suspension de la pension de retraite pour le personnel de l'Université du Burundi. Dans une note adressée au Premier ministre ce mercredi, le ministre Gaspard Banyangimbona lui demande de se saisir de la question et ainsi trouver solution à la situation socio-professionnelle à l'Université du Burundi que le ministre présente comme explosive suite à cette décision datant d'avril cette année. Le point avec Trésor Nyongao. La principale conséquence relevée par le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique quant à la problématique de l'arrêt de la pension de retraite est la fuite des cerveaux de l'Université du Burundi vers les universités privées ou celles des pays étrangers. Dans la note adressée au Premier ministre le 30 août de cette année, le ministre Dr Gaspard Banyangimbona explique que la frustration du personnel débouchait d'un côté sur des grèves incessantes liées aux revendications syndicales ainsi qu'aux années académiques élastiques, pouvant même aller jusqu'à plus de 24 mois. De l'autre côté, la prise en charge des étudiants pendant ces périodes de rallonge supplémentaires avait un impact budgétaire énorme sur les finances publiques. Le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique précise que, pour remédier à cette situation, il a été mis en place des statuts qui régissaient les personnels de l'Université du Burundi depuis 2015. Des statuts qui résultaient des négociations âprement établies avec les syndicats.
syndicat pendant plus de 5 ans. Entre autres avantages, ces statuts accordaient aux membres du personnel une pension de retraite. Toutefois, poursuit Dr Gaspard Banyangimbona, la mesure de suppression de cette pension de retraite en vigueur depuis le mois de juillet, sans préparation préalable des bénéficiaires, crée déjà une situation socio-professionnelle explosive pouvant ressusciter le climat malsain qui régnait avant l'adoption de ces statuts. Le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique affirme qu'au cours d'une audience accordée au président des syndicats opérationnels à l'Université du Burundi, ces derniers lui ont fait part du mécontentement qui prévaut au sein du personnel depuis la prise de cette mesure. Dr Gaspard Banyangimbona précise que cette situation pourrait alors provoquer des mouvements de grève. À cela s'ajoute la fuite des enseignants vers les universités de la sous-région, en l'occurrence celle du Rwanda, ou vers les universités locales privées qui risquent de paralyser les activités d'enseignement et de recherche. De plus, le cycle de master et l'école de doctorat qui ont à peine vu le jour il y a 3 ans pourraient s'écrouler par manque d'enseignants, de promoteurs de mémoire ou de thèse, sans oublier qu'un nombre important des assistants partis en formation à l'étranger pourraient y rester. Le ministre de l'Éducation fait savoir au Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni qu'il a échangé sans avancée significative avec les responsables syndicaux, le recteur de l'Université du Burundi et son collègue ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique. Il sollicite alors l'implication de la plus haute autorité pour décanter cette situation qui tend vers une dégénérescence. Trésor Nyungabo. Parlons à présent diplomatie où la Banque mondiale s'engage à accompagner le gouvernement burundais dans ses projets de développement. Propos de Véronique Kabongo, représentante de la Banque mondiale au Burundi. C'était ce vendredi dans la réunion d'évaluation des projets soutenus par la Banque mondiale au Burundi. Véronique Kabongo a également indiqué que la Banque mondiale finance 15 projets au profit du Burundi et certains propres au Burundi, d'autres communs avec d'autres pays de la sous-région. Suivez Madame Véronique Kabongo est la représentante de la Banque mondiale au Burundi. Je tiens à vous dire que la Banque mondiale se tient prête à venir en appui à la volonté exprimée par son Excellence Monsieur le Président de la République pour soutenir le Burundi à, je cite, passer d'une période de conflit à une période de développement socio-économique. Ce souci sera au cœur de notre engagement et s'inscrit parfaitement dans la ligne stratégique de notre institution. Nous espérons, dans la mesure de nos moyens et en ligne avec notre mandat, pouvoir appuyer toute initiative allant dans ce sens. Évaluer les performances globales du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale est une occasion pour les deux partenaires d'échanger sur la mise en œuvre des projets, de se féliciter des progrès accomplis, mais également d'identifier des pistes de solutions pour pallier les obstacles rencontrés. Il s'agit donc de faire un état de lieu franc et ouvert, à partir duquel nous pourrons travailler conjointement pour assurer un impact plus important pour le bien-être du peuple burundais. Le portefeuille actif de la Banque mondiale au Burundi comporte 15 projets, dont 12 projets nationaux et 3 projets régionaux. Cela représente un financement total de 795 millions de dollars. La distribution sectorielle est assez équilibrée et touche au secteur de la santé, de l'agriculture, de l'éducation, de l'énergie et de l'environnement. Tous ces projets, conformément au cadre de partenariat stratégique 2019-2023, qui lui-même s'aligne sur le plan national de développement du Burundi 2018-2027, mettent l'accent sur le développement humain, le renforcement de la résilience économique et sociale, tout en se concentrant sur la bonne gouvernance et le renforcement des institutions. Et de son côté, le Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni a remercié la Banque mondiale pour n'avoir pas abandonné le Burundi dans ses projets de développement, un appui qui a beaucoup facilité la vie de la population burundaise. Suivez. La présence active de la Banque mondiale dans notre pays ne date pas certainement d'aujourd'hui, car en effet, la coopération entre le Burundi et la Banque mondiale a vu le jour en 1957. Et pas seulement pour voir le jour dans les papiers, mais c'était exactement autour d'un grand projet historique, et c'était le projet d'aménagement du port de Bujumbura, qui a été lancé immédiatement une année après, en 1958. Et depuis lors, il a toujours été un partenaire fiable qui est resté aux côtés du gouvernement du Burundi en l'appuyant techniquement, financièrement. En plus, la Banque mondiale n'a jamais cessé de se préoccuper du développement de notre pays tout en tenant en considération les besoins des populations les plus vulnérables. Et par ces financements au taux d'intérêt nul
ou très faible, la Banque mondiale a contribué à atténuer les inégalités sociales en améliorant les conditions de vie des populations. Ceci a contribué à renforcer notre capital humain, élément essentiel du développement. Nous comptons sur le travail et l'innovation des équipes pour que le Burundi soit au rang des autres nations de l'Afrique. En page société, la route nationale numéro 3 devient de plus en plus impraticable. Actuellement, une grande partie de cette route ne présente plus de traces d'un quelconque goudronnage et les déplacements via cette route sont donc très difficiles. Walter Quizera, reportage. La route nationale RN3, communément appelée route Bujumbura-Rumongue, ne tient qu'à un fil. Selon un des usagers de cette route qui s'est entretenu avec la RPA, cela ne leur facilite pas la vie vu qu'ils sont obligés de passer énormément de temps sur la route à cause de son état de délabrement avancé. Je ne trouve même pas des mots pour décrire l'état de détérioration dans lequel se trouve l'axe Bujumbura-Rumongue. Cette route est tellement abîmée à telle enseigne qu'un trajet qui se faisait en 45 minutes dure aujourd'hui 3 heures. Ce conducteur de bus qui emprunte quotidiennement ce trajet révèle que de Bujumbura à Rumongue, seul un tout petit tronçon est encore intact. Comme conséquence, le dépassement n'est presque plus possible à cause de l'exiguïté de la route. Depuis Gitaza jusqu'à Nyanzalak, aucune partie de cette route n'est en bon état. Seul un petit qui part de Rumongue jusqu'à Kigwena est à plus ou moins praticable. Quant au reste de la route, il est difficile à croire qu'elle a un jour été goudronnée. Pourtant, les usagers de cette route ont alerté depuis plus de 3 ans, mais rien n'a toujours été fait. Pour le moment, ces derniers craignent que cette route ne soit complètement coupée si rien n'est fait dans les meilleurs délais, surtout avec la saison des pluies qui s'annonce. À ce propos, la rédaction de la RPA a joint par téléphone l'ingénieur Vincent Nibayubahe, directeur général de l'Office des routes du Burundi, mais il s'est gardé de tout commentaire. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Les pluies qui se sont abattues sur la commune Songa de la province de Bururi mardi de cette semaine ont endommagé beaucoup de champs de culture et plusieurs maisons. 2 salles de classe du lycée communal de Magnoni ont également été abîmées par ces pluies. Les détails avec Onésime Dushimagidze. 3 zones, à savoir zone Ndago, Songa et Muheka, ont été les plus touchées par cette pluie qui s'est abattue mardi dernier sur la commune Songa. Plusieurs maisons ont été détruites, dont 2 salles de classe du lycée communal de Magnoni. Oda Sebahou, directeur de cette école, a fait savoir que les 2 salles de classe ont été dépourvues de leur toiture et tout territoire ont été complètement endommagés. Il a précisé qu'en attendant que les 2 salles de classe soient réhabilitées grâce à la contribution des bienfaiteurs, les élèves de l'une des 2 salles de classe utilisent la salle des professeurs et ceux de l'autre salle utilisent une des salles du lycée Rumeza située à 2 km du lycée communal de Magnoni. Selon la population de la commune Songa, cette pluie qui était mêlée de grêle ont également endommagé plusieurs champs de culture, notamment dans les zones d'Ondago, Songa et Muheka. Certaines routes de cette commune ont été également touchées par cette pluie, notamment celle qui mène vers la zone Muheka, dans l'embouchure des rivières Gigi et Moulembre, où on est en train de construire un barrage hydroélectrique. La population victime de cette pluie diluvienne demande au gouvernement et aux différents bienfaiteurs de leur venir en aide, car elles ne vont rien récolter. Et en page société, toujours un problème de latrine fait parler de lui depuis un certain temps sur 2 des principaux marchés de la commune Kirundo en province Kirundo. Non seulement un de ces marchés est dépourvu de latrine, mais également l'autre fonctionne sans. Mais également, l'autre a un problème d'eau potable et les gens qui fréquentent ces marchés n'en font usage et préfèrent alors utiliser des latrines des ménages environnant ces marchés. Le point avec Rachel Kagiski. Ces marchés aux problèmes de sanitaire sont celui du chef-lieu de Kirundo et celui de la colline Muzenze. Les commerçants du marché du chef-lieu
disent que les latrines de son marché n'ont pas d'eau depuis 6 mois et ce depuis que la gestion de ces latrines a été retirée au privé. L'un de ces commerçants témoigne. Le marché de Kirundo a presque 6 mois sans eau. La situation s'est compliquée quand la commune a refusé que le marché soit géré par les privés. Depuis 2017, la gestion du marché est assurée par la commune. Depuis, il n'y a plus d'eau. Le marché de la colline Munzenze, lui, n'a même pas de latrine, ajoutent certains de ses commerçants. Le marché est sur la colline Munzenze, dans une localité appelée Muzamahanga. Ce marché a été construit par la commune. On ne comprend pas comment la commune peut construire un marché sans construire des latrines. C'est vraiment un grand problème. Les gens qui fréquentent ce marché n'ont pas d'endroit où ils vont pour se soulager. Viate Habimana, administrateur de la commune Kirundo, dément ces témoignages des commerçants. Selon lui, le marché de Munzenze a des latrines, mais non entretenues, tandis que des travaux de vidange s'exécutent pour rendre opérationnelles les latrines du marché du chef-lieu. Rachel Kagissier, avant de clore ce magazine, faisons un petit saut en Ouganda et plus précisément au camp de Nakivale où certains Burundais qui ont trouvé refuge font du commerce pour payer entre autres les études de leurs enfants. Espérance Chitegetse faisait le commerce des produits alimentaires même avant de fuir le Burundi. Emile Nibasumba. Après avoir fui le Burundi en 2015, Espérance Chitegetse a repris son commerce dans le camp des réfugiés de Nakivale. Je vends des pommes de terre, des colocas et des bananes. J'ai démarré mon business avec un capital d'1 million de shillings ougandais. J'élève seul mes enfants. Je fais ce commerce pour obtenir la nourriture pour mes enfants, le lait de beauté, les habits, leurs souliers, etc. Cette veuve de 50 ans s'est réfugiée en compagnie de ses 4 enfants et ses 2 petits-enfants. Elle a besoin de croître son capital. J'ai besoin d'une assistance financière pour vendre beaucoup plus de marchandises. Ça permettra de développer mon commerce et mon ménage. Comme Espérance Chitegetse, de nombreuses femmes réfugiées en Nakivale depuis le début de la crise du 3e mandat au Burundi en 2015 partagent le même défi de trouver assez de fonds pour développer encore plus leur commerce. Merci à toi, Emile Nibasumba. Et voilà, c'est sur ce reportage que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce vendredi 2 octobre 2020. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations, sans oublier Fabrice Ndimurukundo et Steve Niungeko qui ont assuré la mise en onde. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.